Go. On y va comme ça vient. Hein, Yes, ça. sir. Hey, salut les boys! Hey, yo! Un petit cheers de punk latte. Cheers! Bien content de vous voir ce soir. Max, c'est quoi ta tasse? Comment ça, t'as pas un punk latte, toi? Oh, parce que moi, j'ai 2 tasses, mais elles sont vides les deux pour l'instant. Mais j'ai pas de tasse de punk latte parce que moi, je suis le seul chanceux privilégié qui reste sur la belle rive sud. T'en fais livrer une. Ben, j'aimerais ça. J'ai hâte de succuler mon café dans cette tasse. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Punk Latte. Dans le fond, votre podcast qui parle de musique et de café. Deux passions qu'on a, dans le fond, les 5 personnes que vous voyez ici, des passions qu'on qu'on savoure. Aujourd'hui, super content. Notre premier invité à vie, dans le fond, à Punk Latte, un gars qui a un CV assez rempli, je veux dire, qui a joué dans plusieurs groupes, dont Extérieur, Rouge Pompier en ce moment, il s'occupe de Slam Disc, de Hell for Breakfast, un gars super influent, dans le fond, sur la scène indie québécoise. Bienvenue, Jess Fuchs, à notre podcast Punk Latte. Je te fais un cheers de café. Yes. Cheers. Bienvenue parmi nous. Premièrement, première question qu'on pose tout le temps, dans le fond, Sam, vas-y, je te laisse y aller. Comment ça va? Ça va bien, ça va vraiment bien. Je suis privilégié d'être avec vous autres, les gars. Il y a 2 choses que j'aime dans la vie, le punk rock et le café. Vous avez parti le meilleur podcast qui peut exister. Merveilleux. Nice. Puis justement, en parlant de ces 2 choses-là, parle-nous un peu d'où que ça vient, cet amour-là, pour le punk rock et le café. Ton plus vieux souvenir, dans le fond, par rapport à un ou l'autre, ou les deux. Dans le fond, le punk rock, c'est pas mal simple. Moi, à la base, j'étais un kid du West Island. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans le West Island, mais j'ai un ami qui se part pas qui se part un band, mais j'appelle un ami qui me dit j'ai des amis chez nous, on joue de la musique, j'y vais. Moi, j'ai jamais joué dans un band ou rien. J'arrive là, c'est quoi un band? Là, il m'explique qu'ils vont se partir un band. Je suis comme, OK, puis qu'est-ce que je peux faire pour être dans le band? Puis il était comme, on n'a pas de bassiste. Puis là, j'étais là, OK, ben je vais être votre bassiste, tu sais. Puis là, j'étais allé me chercher une bass, je savais même pas c'était quoi. Puis j'ai commencé à jouer dans un band en 92 qui s'appelle Extérieur. Et là, fast forward, le temps a passé, le monde connaît un peu le fait qu'on a eu une histoire, mais moi, entre le moment où Extérieur a commencé à être connu, puis le moment où je me suis trouvé une première bass, j'ai commencé à triper sur des bands rock francophones d'ici. Ça a été ça, moi, le truc qui m'a attiré. Ce qui fait que je me suis tenu dans les shows qu'il y avait à Montréal. Il y avait des shows dans des places qui étaient all ages que je pouvais aller voir. Puis j'avais des amis qui venaient avec moi. Puis à un moment donné, j'ai des amis qui m'ont dit, moi je ne connaissais pas beaucoup le centre-ville, puis qui ont dit « Hey, on va arrêter au Alvanout ». Puis là, moi, j'étais un kid du West Island, j'ai peur du centre-ville, j'étais un ado de 14-15 ans, je connais rien du centre-ville, mais j'y vais pour aller voir un show, tu sais. Puis je les suis, mais je sais pas c'est quoi Alvanout, là, tu sais, là. Là, je rentre là, je suis comme, OK, c'est une place qui vend what? Ça, c'est mon plus vieux souvenir de café. Wow. Mais au centre-ville, dans un restaurant qui s'appelle Alvanout, que je sais pas c'est quoi, puis que là, ça me fait un peu peur. Je sais pas comment expliquer que je pouvais avoir peur d'un café. Ben bref, c'est ça, tu sais. C'est cet âge-là, 14-15 ans, le punk rock commence à rentrer, les premières salles all ages que je rentre, les premiers mosh pits, les premiers stage dives, ces affaires-là. Puis aussi, ben comme, tu sais, tu peux pas boire, mais tes amis, il dit que ça existe le Alvanout. Fait que c'est ça un peu mes plus vieux souvenirs de punk rock et de café, tu sais. Et tu te souviens-tu qu'est-ce que tu as bu au Alvanout? Aucune idée. Mais ça, pour vrai, j'ai dû prendre comme la même chose que la personne à côté juste par gêne. Tu sais, t'as juste dit autres, là, puis... Ouais, c'est ça, t'as juste dit je vais prendre la même affaire que lui. Puis tu payes les yeux fermés, puis tu veux juste comme pas avoir à confronter le fait que t'as de l'air d'un cave, tu sais. C'est quoi qu'il a pris, lui? Ah, je vais prendre la même chose, s'il te plaît. On va prendre ce qu'il y a de plus cher sur le menu. Ouais, c'est ça. Puis quand tu parles de la scène québécoise francophone, ton premier band, mettons que t'as fait « Wow, OK, coup de cœur, je trippe punk rock francophone », ça a été quoi au Québec? Ben, avant que je puisse comme même atteindre le cégep là, puis en savoir vraiment plus rapidement puis plus facilement, moi, j'ai des amis qui avaient le premier album d'Anonymous, Ni vu ni connu, et le premier album de pas de Kermesse, oui, c'est ça, de Kermesse. Ouais. Puis, j'aimais pas bien ça au début, genre, j'étais pas trop sûr. Par contre, plus jeune un peu, juste comme 1 an avant ça, j'ai des amis qui m'ont fait écouter la cassette Eater's Digest de Groove Hardware, tu sais. Fait que là, j'avais accumulé Groove Hardware, Eater's Digest. Après ça, j'avais Anonymous, Kermesse. Là, à un moment donné, j'ai commencé à catcher, puis là, à un moment donné, TSPC. Asti. Ça, c'était un band
comme metal rock. Je ne sais pas comment trop expliquer, mais c'était quand même des gens qui sont encore des sommités aujourd'hui, je te dirais, qui étaient dans ce band-là. Puis ça passait à Musique Plus. Puis là, oh boy, là, le côté rock francophone était possible. C'est le gars de Pantera qui avait mixé en partie l'album, asti. Fait que là, dans ma tête, j'étais comme tout est possible. Tu peux être un keb, faire de la musique heavy, puis comme faire affaire avec du monde vraiment huge. Puis là, éventuellement, toutes ces bandes-là m'ont amené à connaître le polywog. Puis là, dans le polywog du punk rock, il y en avait en esti plus que du métal même. Fait que là, m'amener, whoop, tu sais, toute cette tangente-là, m'amener, puis tout le reste des bandes. Il y avait une compilation avec Groovy, Hardbark, Barf, tout ça. Je m'en souviens. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y a eu le Polywog, puis il y a eu le Noël dans la rue. Dans le fond, là, toutes ces compilations-là ont existé dans les années 90, puis ils ont été les premières étapes pour le monde ici au Québec de savoir qu'on avait une scène. Bon, évidemment, je ne te parle pas du skate punk, OK? Ça, c'est une autre scène, évidemment, parce qu'en même temps que ça se passe, ben, tu as Offspring, tu as Green Day, tu as Face to Face, tu as toutes ces bandes-là qui sont aussi aux États-Unis qui arrivent. Fait que tu as des bandes comme Reset, qui arrivent puis qui startent. Moi, je suis allé à l'école avec ces gars-là. Là. On est des gars du West Island de l'île Bizarre. Pierre, c'est un ami. C'est pas pour rien que j'ai fini par être le producteur délégué sur un clip de Simple Plan. C'est que moi, je travaillais au Saint-Hubert avec Pierre Bouillet, dans West Island. Fait qu'à un moment donné, moi, j'avais comme mon petit côté punk, rock, metal, keb. Puis après ça, j'avais mes amis qui faisaient du skate punk. Moi, la première fois que j'ai croisé Pierre puis qui m'a dit je pars en tournée avec Ten Foot Pole, j'étais comme Chris, on a 14 ans. C'était wack, là. Puis moi, extérieur à 14 ans, c'était pas hot, là. C'était pas hot, man. Fait que ouais, c'était ça. C'est un peu ça, les premiers bands, puis tout. Puis éventuellement, Banlieue Rouge au Spectrum. Oh, Chris, là, j'ai pas eu de quoi. Oui. Solide. Ouais, puis, tu sais, c'est label. Ben, OK, je pense qu'on est un peu plus dans le même range d'âge, là, mais je sais pas, mais moi, personnellement, cette période-là aussi au Québec, là, c'était hyper productif, c'était créatif. Il y avait des bandes de tous les genres qui amenaient justement qui mélangeaient les styles. Je trouvais que ça se démarquait, tu sais, puis tu as parlé de Reset, mais tu sais, il y a Sub aussi qui était là, qui était quand même, tu sais, sold out au Spectrum à l'époque. Ouais. Quand est-ce que tu vois un band local faire sold out au Spectrum, c'est quand même assez hallucinant. Until the Party End, cet album-là, là, c'était, même Storm ne comprenait pas tout ce qui se passait, comment que ça pouvait être big de même, puis tout, c'était fou, raide. Non, ils ont passé proche. Excuse-moi, vas-y. Ils ont passé proche de. J'ai un ami qui travaille chez Warner, puis avec cet album-là, ils ont passé proche de revirer, puis ça passait ou ça cassait, puis ils ont vraiment la ligne, puis notamment ça a pris une autre tangente, mais il en manquait pas gros, puis il passe à une autre étape. Absolument. Ben, on est dans le milieu des années 2000, mais si on recule, là, mettons 99, là, tu as comme My Big Wheel, là, tu sais, puis c'est quoi les bands qu'on avait ici? Il y avait un paquet de bands ici, comme fin des années 90. Il y avait Enough, il y avait Sold Out, toutes des bands de la Rive-Sud, de la Rive-Nord. Oui, évidemment. Stop aussi, tu sais, comme... Stop, c'est vrai qu'il est devenu Ask après, tout ça, ouais. Foreground, c'est bon, ça? Hein? Foreground, c'est bon, ça? Ça dépend. Le bassiste, ça dépend du bassiste. Okay. Mais le bassiste, par exemple, de My Big Wheel, parce que tu parles de ça, c'est apparemment qu'il est quand même fendant. Là. C'est un gars bien désagréable, là, mais il est en bas, là, c'est frais. Ben ouais. Voyons donc, je savais même pas ça. Tu savais même pas ça? Ben non, ben ouais. Je ne savais même pas que tu étais dedans. Remonte donc ta tasse, voir. Je trouve que ça prend tout son sens parce qu'il est quand même pas bassiste dans la place. Non, puis c'est drôle parce que quand tu parles de ta tangente un peu plus punk francophone, tu parlais de Reset, Ten Foot Pole, Face to Face, tout ça, Green Day. Moi, j'étais pareil comme toi, mais moi, j'ai pris l'autre tangente, tu sais. Et moi, avec Pierre et avec Reset, c'est My Big Wheel, Reset, Roach dans le temps, tout ça. Ouais. C'est devenu des amis aussi pour ça. Puis, j'ai vraiment pris la même un peu comme toi, mais j'ai pris l'autre branche, tu sais. J'avais aucune idée que tu jouais dans ce band-là, puis j'ai même droppé ça, je capote bien. C'était carré. Je pensais que c'était quasiment arrangé, puis j'ai écrit des emails, tout ça, je t'envoie des affaires. Puis, aucune idée, mon gars, aucune. Ouais, très drôle, très drôle. Ouais. Il y a eu, tu sais, pour vrai, il y a eu une belle scène fin des années 90 qui a éventuellement mené à la suite avec les vulgaires machins puis tout, là, tu sais. Parce que là, les vulgaires machins, eux autres, ils arrivent avec le son plus keb. C'était moins skate punk, mais soudainement, le punk rock francophone, ça existait au Québec avec eux autres. Grimmskunk, c'est un band qui était punk rock, mais ça avait quand même quelque chose de particulier qui ne ressemblait pas au skate punk. T'sais. Parce que là, quand Vulgaire Machin sont arrivés, en 2000, Guillaume, il y avait les petits cheveux blonds un peu spikés de même titre. Là. Hey, là, il y avait quelque chose qui se passait. Là, il y a eu une couple de bandes qui ont voulu commencer à jouer de la musique punk rock francophone, mais pas nécessairement dans le skate punk. Dans le skate punk, il y en avait déjà beaucoup. Là. Nous autres, on a fait, avec mon ancien band, on avait fait une couple de shows avec Grimmskunk. Les autres ne nous aimaient pas parce qu'on était un band straight edge dans ce temps-là. Tu sais, c'est comme genre deux opposés complètement différents. Là, tu sais, un petit peu, hein, un petit peu. Fait que dans le fond, ton band, il s'appelait comment, Sam? Foreground. Foreground.
Ouais. Ça, c'est quasiment avant. C'est les, Dans les années 60 à peu près. C'est vraiment les précurseurs. Puis je vais le mentionner, tu sais, en tout cas, dans mon cas, à moi, j'ai beaucoup aimé la scène francophone. Là, justement, Vulgaire Machin, t'en as parlé, entre autres. Là, ça a été un coup de cœur. Pénélope aussi, que j'ai adoré. Mais tu sais, Extérieur, encore aujourd'hui, moi, je pars en road trip. Whippet, elle joue dans le tapis. Je la chante. Je pense que c'est la seule tune que je suis capable de chanter d'un bout à l'autre parce que j'ai vraiment une mauvaise mémoire pour ces choses-là. Écoute, mais tu sais, c'est impressionnant. 2 tunes dans le top 5 Musique Plus à l'époque pour un band francophone. C'est ça, ça a quand même fait bouger les choses. C'était intéressant parce qu'il y avait une variété. On avait Beyoncé numéro 3, puis après ça, tu avais Extérieur avec Bonhomme 7 heures, puis numéro 1 avec Extérieur. C'était quand même cool pour ça. Fait que je trouve que ça. On était bien mardeux. Le monde ne se souvient pas de ça, mais Whippet et Bonhomme 7 heures sont sortis avant Hawaiian des 3 accords. Fait que quand Hawaiian est arrivé, déjà, on était là, on existait, puis là, les festivals ont commencé à nous booker, les 2 bandes ensemble, puis tout. Là, soudainement, à la télévision, dans le top 5, tu avais Mon oncle Serge avec les patates, tu avais Hawaiian, puis tu avais genre, soit Whippet, Bonhomme 7 heures, whatever, mais dans le même, 3 mois, là, tout dans le top. Là, après ça, les vulgaires souvent étaient là. Il y avait une couple d'autres bandes aussi qui suivaient, là, qui étaient un peu dans ce gang-là. Hey man, je te jure, là, nous autres, on connaît rien. Là. Moi, j'ai mon label, mais je connais rien là-dedans. Fait que quand ils nous appellent pour faire des shows, je charge 100$, j'arrive dans la salle, il y a 500 personnes. C'est plein, puis ils achètent tous nos t-shirts. Moi, je suis comme, oh fuck, j'ai vraiment pas chargé assez cher. Je ne sais même pas comment on est connu ailleurs. Dans le sens que l'Internet n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Je n'ai pas le feedback que les radios nous jouent. T'sais. Ce que je sais, c'est que Musique Plus nous joue, mais je ne sais pas c'est quoi le résultat. Fait que, pour vrai, ça a été long avant qu'on catch qu'est-ce qui se passait, puis cette vibe-là, mais on était mardeux. Ça a été vraiment une histoire de synchronicité incroyable avec ces bandes-là. Puis évidemment, moi, je voulais être chum avec Martin Coutu à Québec, il s'occupait de... comment ça s'appelait? Là, j'ai un blanc, là. Mais en tout cas, bref, il y avait à l'époque des forums de discussion, tu sais. Puis il y avait des forums de punk rock de discussion. Il y avait le site Punk Scene... Québec Punk Scene, me semble. Punk Scene. Bon, un peu avant Québec Punk Scene, il y avait Martin s'occupait d'un forum de discussion, puis moi, je voulais donc être avec ce gang-là. Je voulais donc être avec eux, tu sais. Mais sauf que nous, on s'est fait connaître par la radio puis la télé, pas par la scène puis par les shows. Fait que ces gang-là, ils nous aimaient pas. Puis moi, j'aimais Map, là. Je tripais sur Map, mais les gars étaient comme fuck Extérieur, tu sais. Fait que, pour vrai, fast forward quelques années plus tard, Map ont signé avec nous autres parce qu'on a fini par faire des shows ensemble, ils ont su on était qui. Puis là, finalement, ça a été correct. Mais parce qu'on n'était pas de la gang des shows avec eux, puis tout, c'était difficile de faire notre place. Ça a été vraiment tough. Mais vous, avec Musique Plus, Reg, vous avez un peu pris sur son aile, un petit peu Reg Laplanche, me semble. C'est un peu par lui puis par ses émissions que je vous ai connues, moi. Puis c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment le vidéo qui nous a amené. Ça faisait pas partie de la tournée 1, 2, 3 Punk, là. Tu comprends? C'était Mute ou c'était Sub, whatever. Ouais. C'est sûr que c'était pas Extérieur. On se comprend, c'était pas exactement la même chose. On a eu cette mauvaise réputation-là de bande de région, mettons, tu sais. Fait que ça a été tough nous starter, puis en plus, c'était juste de la naïveté, tout ça. Mais le temps a passé, puis les gens ont fini par savoir que moi, j'avais mon label, que ma mentalité, puis la façon dont je pensais, puis les bandes que j'écoutais, finalement, on avait plus de points en commun que l'inverse. Fait qu'éventuellement, les choses se sont placées. Là, éventuellement, les choses se sont remises dans l'ordre pour moi. T'sais. Puis un peu comme je te parlais hier, c'est sûr qu'on s'est jasé hier, pour moi, puis là, ça va paraître gros, un peu comme je t'ai dit hier. Pour moi, tu es un peu le Dave Grohl du Québec, dans le sens que Dave Grohl, c'est un gars qui, à chaque album, il va faire de quoi différent. Il va aller enregistrer dans 8 studios différents pour enregistrer 8 tonnes. Après ça, il va enregistrer dans son garage. Après ça, il est allé dans une maison qui était supposément hantée pour le dernier. Là. Fait qu'il va tout le temps comme essayer d'évoluer. Puis c'est même pas une question musicale. Là. C'est vraiment plus dans le sens que je trouve que qu'est-ce que tu as fait au Québec, c'est ça, c'est d'essayer des choses autant avec Samedi, Sell for Breakfast, avec juste l'emballage de chaque vinyle, de chaque disque, tous les détails sont importants. Je trouve dans ta musique, ça s'entend beaucoup. J'ai été dans les comités d'écoute aussi avec Rouge Pompier. Nice. Processus super trippant, là, je veux dire. Puis les tunes, une fois sur le vinyle, ils sonnent complètement différents. Il y a vraiment comme un processus. Fait que c'est cool de voir l'évolution. Mais c'est ça, fait que moi je trouve personnellement, avec Extérieur aussi, les albums monstres, t'es arrivé, les 3 albums complètement différents. Le premier, tu peux l'acheter physique, le deuxième, je pense, c'est en ligne seulement, le troisième en show. Fait que c'est tout le temps, je trouve que tu t'es réinventé. C'est ça qui est intéressant, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu as un certain succès. Puis visuellement aussi, on va se le dire, l'autobus jaune dans Extérieur, c'était quand même un beau coup de marketing sans l'être ou peu importe, là, mais tu sais, c'était. Ouais. C'est quand même une marque. Il y avait des idées qui sont restées qu'on ne contrôlait pas.
Mais tu as raison, tu sais, l'album Monstre, ça a marqué parce qu'on s'en fait beaucoup parler. Puis aussi, il y avait une coupure entre l'album Monstre et ce qu'on faisait avant. Fait que là aussi, il y a eu une espèce de légitimité qui s'est ajoutée à ça. L'album Monstre, la partie 2, no joke, en 2007, là, aujourd'hui, on prend ça pour acquis, là, mais en 2007, on est le premier band à avoir sorti un album exclusivement juste en numérique sans jamais faire de physique. C'est fou. Tellement, pour vrai, là, on oublie ça, là, mais check bien la passe. Les subventionneurs, ils fonctionnaient avec des vieux systèmes. Puis le système, c'était il faut que ton album soit physiquement distribué. Mais nous, on a été le premier band qui a convaincu les subventionneurs et aussi des organismes qui donnent des droits pour les artistes. On leur a dit, c'est pas parce que notre album est juste distribué en numérique que c'est moins de l'art. Puis que c'est moins... Nos tunes, ils passaient à la radio, à la télévision. Puis là, les redevances de droits d'auteur, droits d'interprète, ces affaires-là, ça souvent, l'inscription, surtout avec Artistia à l'époque, c'était genre, si ton album est physiquement distribué, tu as le droit. Là, j'étais comme... Mais c'est illogique, c'est juste un format, tu sais. Fait que quand on leur a prouvé qu'on passait à Musique Plus, qu'on avait des rotations, ce qu'on appelle des exécutions publiques, ils ont changé, à cause de cet album-là d'Extérieur, leur façon de recevoir les artistes, interprètes, à cause qu'ils se rendaient compte que ça allait être inévitable. Puis nous, vu qu'on était un band connu, puis qu'ils le faisaient, là, pour eux, c'était comme, oh shit, on peut pas... Eux autres, ils se disaient, les bands qui sortent en numérique seulement, c'est des petits bands démo, je sais pas trop quoi, c'est pas des vrais professionnels. Nous autres, c'était comme, c'est faux. Le numérique, c'est le futur, tu sais. Puis le monde était bien fâché qu'on ait fait ça. Puis aujourd'hui, on se rend compte, mais c'était ça, là. C'était déjà tard en 2007, switcher au numérique, là, tu sais. Oui, puis surtout, c'était sûrement dans le temps ou un peu après Napster, toutes les affaires de problèmes. Ça peut faire peur aux gens, mais bravo, vous avez ouvert des portes. Le monde a détesté Extérieur, qui était comme, fuck toi, l'album, tu peux juste l'avoir en numérique. Et que là, le monde était comme, ben fuck vous autres, tu sais. Ça a été ça, là. On a eu des fans qui étaient comme, fuck vous autres, pour vrai. Ouais. Hey, moi, j'ai une question pour toi, Jess. Oui. T'es-tu en bobette, là, présentement? Non. Ah. Non. Ça s'arrange si tu veux, mais non. Je pense qu'il faudrait que tu sois dans un studio pour que tu te mettes en boxeur, par exemple. Effectivement, c'est quand je tape des tunes que je t'envoie. On a entendu ça à travers les On a des plugs. Ouais. J'ai fait comme en 2020, j'ai fait mes recherches. Yes, man, je suis fier de toi. Frank Joly qui a tapé les albums de Sub. La raison pour laquelle on a travaillé avec lui pour tous les albums d'Exo et les albums de Rouge Pompier aussi le dernier, c'est parce que moi j'écoutais Sub puis je trouvais ça bon. Wow. Puis j'écoutais aussi Guys Connection, j'écoutais Satellite of June. C'est tout Frank qui avait, lui, à 21, 22 ans, tapé ça. OK? Fait que moi, quand je fais mon premier album d'Extérieur, c'est avec Frank Joly que je veux travailler. T'sais? Mais les premières fois que j'ai commencé à travailler avec lui, Frank avait cette façon-là, de te faire relaxer et de dire, regarde, c'est pas grave. T'sais? Genre, ta tête, tu l'as raté, on va en refaire un autre. Mais tu sais, un musicien, ça se fâche. T'sais? Fait qu'il était comme, mets-toi en bobette, là, tu sais, genre. Ou moi, j'étais comme, fuck that, je vais la faire en bobette, ça va mieux aller. Puis c'est resté. C'est cool, ça. Excellent. 20 ans plus tard. C'est le fun de savoir. C'est fun de savoir que tu as l'influence un peu Saint-Jean-sur-Richelieu, côté son, un peu, comme je veux pas toutes les bands économiques qui viennent de là. Man, j'ai 18 bands chez Slam qui viennent de Saint-Jean. Ouais, c'est malade. Bon ouais. Il y a du monde qui pensait que notre label était là-bas. C'était ça l'empathie par rapport à la Rive-Sud tantôt là, avec Max. Là. C'est ça. Il sentait tout seul là, sur sa rive. Là. OK, je comprends. Là. Hey, moi, j'ai le goût de te lancer un défi. Puis écoute, pas obligé de le relever, là, mais je sais que écoute, vous enregistrez plein de tunes justement avec les communautés d'écoute. Je pense dans la pandémie, vous avez quand même continué. Moi, j'aimerais ça que tu en fasses une sur ta première histoire de quand tu es allé boire ton café. Ton premier café. C'est une bonne idée. C'est un défi que je te lance. Bonne idée. De toute façon, des textes, man, j'ai besoin d'avoir des suggestions parce qu'un band comme nous autres qui compose des chansons comme on le fait, à un moment donné, ça finit par avoir passé à travers. Tu sais, Chevy Chase, là, en 2016, quand on l'a sorti, c'était 12 tunes sur 143 qu'on avait écrit. Fait que, on avait fait 70 pour Kevin Bacon, 143 pour Chevy Chase. Quand je suis arrivé pour Neve Campbell, puis recommencer à composer les 70 ou 80 textes, à un moment donné, j'étais comme, j'ai fait le tour. J'ai quand même 5 albums d'extérieur, j'ai écrit les textes aussi. Là. Fait que, tu sais, comme, à un moment donné, le sujet, ça peut pas être, en tout cas, l'environnement, il faut faire attention. Ça peut pas être ça, là, tu sais. À un moment donné, c'est comme, les sujets deviennent plus précis, puis ça peut devenir facilement, j'avais 14 ans, j'étais allé au café, je savais pas quoi commander, fait que j'ai pris comme toi. C'est ça, la toune, tu sais. Ben oui. J'adore ça. Dans tes tunes que tu gardes pas, est-ce que tu fais un X dessus ou des fois, tu peux aller repiger dedans, revenir en arrière ou c'est vraiment, on passe à autre chose?
Ben, on passe à autre chose parce qu'on compose tellement, moi puis Alex, que finalement, il y en a déjà des nouvelles beaucoup là, dans lesquelles on peut choisir. Fait que ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on fait des albums qu'on appelle de luxe. C'est-à-dire que la personne, on en fait 100 copies, les gens ont accès à 100% des tunes qu'on écrit, toutes les maquettes, toutes les affaires. Fait que du monde qui achète ça. Puis eux autres, ils ont, le Chevy Chase, ça, c'était comme une espèce de gros truc, il y avait genre 5 CD dedans avec tout le contenu au complet. Puis ça nous permet d'archiver puis aussi de bien vivre avec le fait qu'on y retouchera plus. C'est-à-dire qu'on archive ça pour 100 personnes qui les ont. Ça va pas disparaître complètement, mais ça n'aura qu'un public de 100 personnes. Puis pour l'avenir, on passe à d'autres choses. Ouais. Très cool. Génial. Hey, on va poursuivre un peu avec qu'est-ce qu'on boit, parce que depuis tantôt, on est là à boire notre café. Un bout super important dans le podcast, c'est ça, on fait toujours un tour de table, dans le fond, à savoir qui boit quoi. Fait que Max, j'aimerais ça que tu commences. Moi, je bois rien pour l'instant, parce que tantôt, je vais vous faire une petite présentation de French Press. Oh. Fait que je vais vous faire... Pardon? Une presse française? Une presse française, oui. Fait que je vais me faire un petit décaf café lanterne. J'ai pas encore goûté à leur décaf, mais j'ai goûté pas mal à tout ce qu'ils ont dans leur gamme, puis c'est vraiment un torréfacteur que j'adore. Fait que j'ai hâte de goûter à ça. Ça va être délicieux. Un colombien. Fantastique. D'habitude, les décafs sont assez, je dirais, chocolatés, très réconfortants. Fait qu'en soirée comme ça, c'est parfait. Mais si tu me permets, cette semaine, j'ai goûté à ça ici. 2 pistas du Rwanda. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est le même café, mais 2 procédés différents. Fait que tu as un lavé, un naturel. Puis c'est vraiment le même café, c'est juste quand ils ont cueilli la cerise, comment ils l'ont transformé avant de faire un grain vert. Il y en a un qui a été séché avec encore de la chair du fruit. L'autre, ça a été lavé directement. Fait que 2 arômes complètement différents. Quand même des ressemblances, mais je me suis amusé à boire ça en fin de semaine là, avec ma blonde, V60, puis cette semaine des French Press. Puis c'est de trouver lequel qui sort mieux en V60, le mieux en French Press. Puis c'est vraiment intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des cafés qui sont... c'est rare que tu trouves ça, premièrement, mais c'est pas des cafés qui sont hors de prix. Tu sais, des fois, tu as des trucs spéciaux que tu vas payer genre 3 fois le prix ou vraiment cher. Puis tu peux être satisfait ou déçu. Des fois, tu payes cher et tu dis « Oh, je paye cher pour ça. » Mais ça, écoute, c'est vraiment fantastique. C'est un beau produit. Puis ça, ils m'ont surpris. Fait que tantôt, je fais un French Press. Puis... Je vais en profiter pour saluer notre ami David Bigra qui travaille chez Pista. Oui, mais oui. Vous avez la chance. Si vous avez la chance, honnêtement, là, c'est un barista. En plus d'être sexy, il fait vraiment du beau café, du bon café. Fait que si jamais c'est ça, vous allez chez Pista, ça se peut que vous tombiez sur lui, David, saluez-le. Un gars bien sympathique, un gars avec qui j'ai mes billets de l'Impact de Montréal à chaque année. Puis, il est plus beau que toi. Ben, c'est pas dur à battre. L'Impact, je connais pas. Je connais le foot de Montréal, là, mais... Ah ouais, c'est ça, le club foot Montréal. Le club foot de Montréal. Ouais. Go les Bleus, c'est plus ça. Là, fait que toi, Jesse, tu bois quoi ce soir? Donc, nous ici, pour faire une histoire courte, mon goût pour le café de qualité est venu avec le fait que quand on s'est parti l'entreprise, c'était tout petit, on était 1, 2 ou 3 personnes à travailler ensemble. Puis maintenant, on a eu cette conversation-là de « mais semble qu'on devrait avoir une cafetière ici ». Fait qu'on avait acheté une première Black & Decker pour faire du fit. Là, t'sais. La deuxième étape, on s'est dit « on va être un bon label le jour qu'on va upgrader ça, dans le fond, parce que tu sais, quand tu es un jeune label, tu n'as jamais d'argent, puis tout est dur. Fait que tu vas quand même pas aller faire des dépenses pour ta cuisine, on s'entend. Mais un jour, on s'est acheté notre première machine espresso qu'on a acheté chez Espresso Mali, justement. Puis ils nous avaient conseillé. Puis là, on se sentait vraiment hot. Là, on était en 2006, peut-être 2007. Là, on se trouvait tellement cool. Là, on avait une vraie machine pour faire du vrai café. Donc, on a commencé à goûter pour les premières fois les espressos. Avant, c'était quand même pas quelque chose qu'on connaissait. Puis éventuellement, on a upgradé pour la fameuse grosse machine que je vous ai montrée. Là, les gens ne l'ont pas vue. Mais bref, on a acheté une super grosse machine parce qu'avec 14 employés, si tout le monde s'en fait 2 puis 3 par jour, ben, tu passes déjà 30-40 cafés par jour. Il faut que tu aies une machine quand même assez performante pour réussir ça. Puis, depuis un certain temps, on s'est... Parce qu'on ne pouvait pas avoir 8 sortes de café là, pour tout le monde. On a choisi ça. C'est Auguste, dans le fond. Auguste, en tout cas. Bref, je ne peux pas trop te le prononcer. Check ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hey boy, avec la lumière. L'éclairage. On a trop d'éclairage. Café Co. Donc, ce que ça dit, c'est crème généreuse et goût décidé, arôme de cacao et épices pour un choix solidaire. Moi, je le trouve amer et fort, mais il y a du monde qui ne trouve pas ça. Mais moi, c'est mon goût. J'aime ça quand... je pense que pour moi, ça devient facilement amer et fort, puis j'aime ça comme ça. C'est un café qui est fair trade, que j'aime pas mal, puis that's it. C'est ça que j'achète
en boîte comme ça pour tout le monde, là, puis qu'on passe au travers. Très cool. Belle attention, je trouve, pour tes employés. Il faudrait que ma boss, elle écoute puis qu'elle change au lieu du café Costco. Là. J'ai une super bonne boss pour vrai, mais tantôt je disais ça, on a du café Costco. Puis, Du C'est pas Aga, bon. là, du Ah, Aga, ma c'est c'est un problème. ouais, mais tu sais, depuis que j'ai découvert justement le café de troisième vague ou du café un peu, c'est ça, de meilleure qualité. Puis à un moment donné, avec le confinement, on était chez nous. Écoute, moi, j'ai carburé au café, puis c'était du bon café que j'avais quand même. Je suis retourné au travail cet été quand on a réouvert. J'ai pris un café, une gorgée, à vrai dire. Je l'ai juste jeté. Non, Je fais C'est pas plus pareil. jamais. Oui. Plus jamais. Mais j'ai une Fait que je vais y préférence, aller by dans the way. Je veux juste te le dire, ici, tout le monde a des préférences, mais parce qu'on se part un espresso, mais on a tout ce qu'il faut pour faire des lattés, évidemment, puis on a même des pompes de saveur pour ceux qui aiment ça un peu plus sucré ou qui ont envie d'un, je sais pas, d'un peu de spice dans leur vie, mettons. Mais moi, je suis très menthe poivrée. Fait que quand je me fais un latte Comme tes cheveux. menthe poivrée, j'adore ça, man. Ça, c'est mon... Ça, c'est tu me rends heureux bien plus qu'un chèque de paye ou n'importe quoi, là. Un café menthe poivrée, un latte menthe poivrée, ça, c'est mon genre, là. Mais comment que tu le pimp en menthe poivrée? Dans le fond, on a une pompe de peppermint, là, tu sais, là. OK. Fait que là, je le dose, puis là, je me mets du lait de soya, mais des fois, j'en mets un peu au chocolat, là, tu sais, là, OK, je OK. le garde funky un peu, là, puis... C'est comme un after eight dans ton café. Ben, c'est ça, ça. je suis très after eight. J'en ai Dans une des boîte fêtes, juste je vois à côté ça. en plus. En ce moment, c'est plus before 8, là, mais Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Mais bien. ouais, C'est cool. bien plus after eight café que bière. OK. Bien plus. Yep. Un bon mix after eight café. Seb, tu veux y aller avec ta dégustation du jour? ouais, ma dégustation, là, ça faisait fancy, hein? Ouais, Tabarouette. gars, tu me connais. Moi, j'y vais avec Zab. Je sais pas si on voit bien. Isab, ouais. Éthiopie, ouais. Écoute, arôme très chocolaté, là, framboise, sirop d'érable, chocolat noir. Moi, j'aime vraiment ça, chocolaté, là, honnêtement, parce que, bon, comme j'ai dit dans le dernier podcast, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les lattés. Je trouve que le chocolat, lait, ça se mélange super bien. Zab, moi, ça a été mon premier, justement, café troisième vague que j'ai découvert grâce à Maxime, comme j'ai déjà expliqué, là, dans le fond. Puis, ben, c'est un coup de cœur. J'aime l'ensemble, j'aime les saveurs, j'aime l'emballage aussi, tu sais, du sac. C'est l'ensemble au complet qui fait que ben, je passe un bon moment quand je prends mon Zab. J'aime pas nécessairement toutes les sortes. Je te dirais que celui-là, c'est quand même dans mon top. Beaucoup aimé le Banco Michicha. Banco Michicha. Oui. Michicha. Donc, c'est ça. Beau café, super agréable, doux en bouche, tu sais, vraiment réconfortant aussi. Je vais réutiliser le mot que tu as dit, Max. Ouais, ben, je il trouve se que fait c'est- bien, je trouve, celui-là. Autant, moi, je ne l'ai pas essayé en latte, mais je l'ai pris espresso, cappuccino, souvent en filtre. Il se fait bien de toutes les façons. Ouais, Vraiment vraiment. le fun. Ouais. Fait que, beau coup de cœur. Zab. Fred? Moi, pour moi, j'ai pas le sac avec moi. Moi, c'est Escape, André le Géant du Kenya. C'est une petite Kenya. exclusivité qu'ils ont Oui. faite, là. Kenya, ils ont des sacrés bons cafés. Puis, sérieusement, comme je dis un peu dans mon profil, sur ma fiche technique, je connais pas beaucoup le café, mais moi, en étant designer graphique, tout ça, le branding vient me chercher. Puis en fin de semaine, je suis allé chercher un paquet que j'avais commandé chez Burton dans Griffintown. Puis bah, c'est fermé, mais je peux rentrer chercher quelque chose. Puis ils ont un café à intégrer qui est le Escape. Fait que je me suis pris un café, je me suis acheté des sacs. Fait que c'est comme une pierre deux coups, tu sais. Fait que super bon. Absolument, je le prends ce soir en petit espresso, mais là, vu que j'ai une nouvelle tasse, je me suis fait un cappuccino. Tu sais, on va l'essayer pour de vrai. Là. Fait que super bon à essayer. Toi, Sam? Oh! Ben moi, je suis passé tantôt chez Messerem faire un petit pick-up de bière, étant donné que moi, que j'aime beaucoup la bière de microbrasserie. Mais juste à côté, il y a un roaster, puis il y a Trafic. Le Olympus Espresso, c'est un blend Brésil et la Colombie, puis c'est vraiment avec des arômes de chocolat, caramel, puis amande. Fait que c'est un café quand même assez corsé, puis comme ça disait, mais pour faire du latte, c'est excellent. Puis vraiment, le branding est cool, étant donné si tu es un gars de skate, mais tu vois un dude qui fait un crooked grind sur le stade olympique. Fait que ça m'a beaucoup charmé. Fait que j'ai dit, ben, je vais l'essayer. Puis, Il est très bon, très bon. il est excellent, pour vrai, c'est vraiment bon. Puis,
Le branding est vraiment, il est vraiment le fun aussi. Fait que non, c'est la première fois que je goûte à Distrafic. Je ne suis pas déçu. Puis c'est important le branding pour vrai. On dirait que c'est comme une habitude de microbrasserie. Ou c'est comme même le vin. Moi, je ne bois pas d'alcool dans la vie. Puis, mettons, je vois avec du monde à la sac. Ils me disent que je devrais boire, mais moi, je check juste les étiquettes. Pour vrai, je vais avec ça tellement je connais rien. Mais je trouve ça important. Ou même un livre, ou même, des fois, le livre, ça veut rien dire. Puis des fois, tu as des couvertures horribles. Je suis comme, ah non, je ne prendrais pas ce livre-là. On dirait que tu juges le monde par leur couverture, c'est ce que tu me dis. Oui, mais c'est pour ça que je t'aime. Merci. C'est une belle couverture. Non, mais c'est des sujets cool en plus, tu sais, la bière, du café, n'importe quoi. Quand tu es à l'école, moi, quand j'étudiais en design, on faisait des projets fictifs, puis c'était ça qu'on voulait faire, des canettes de bière, tout ça. Puis finalement, ça fait partie du métier maintenant, puis j'en fais, puis je triple. Fait que c'est vraiment cool. Puis moi, j'allais poser cette question-là. Toi, Fred, comment ça t'affecte, toi, le branding, vu que toi, tu as un œil aiguisé à ça? T'sais? Moi, c'est un peu un problème même. Parce que tu as beau avoir une bouteille de vin, une bière, moi, si elle n'est pas belle, il faut vraiment qu'elle soit bonne et que je me fasse recommander. Je choisis mes bières, mes affaires en fonction du branding, en fonction du design, en fonction du travail en arrière qu'il y a eu. Puis ça peut être un problème même. Des fois, je peux passer à côté des choses, mais quand je me fais conseiller tout ça, des affaires comme ça, mais je trouve que le branding est important, puis ça fait parler l'image, ça fait parler la compagnie, tu sais, je trouve... Mais c'est quand même subjectif aussi. Exactement, mais c'est ça qui est un peu... C'est ça que j'ai dit que c'est un problème. Des fois, tu sais, il peut y avoir des bières super pas bonnes, mais super bonnes, mais le branding, ils ont collé une étiquette, ils n'ont pas de graphisme, ils n'ont pas d'argent, puis ils mettent ça, puis le produit est fantastique, tu sais. Fait que, il faut juste savoir un peu comment jouer ça. Fait que... Ça soit du tape à l'œil, je veux pas. Pardon? Que ça soit du tape à l'œil. Tu peux avoir un café, il va être écœurant, mais ton branding, il est nul à chier. Mais... Ben, c'est juste que ça peut aider un petit peu, mais souvent aussi, la réputation va faire en sorte que le produit est bon. Il faut laisser la chance aussi au coureur. Mais quand tu as la chance de pouvoir avoir un beau design, quelque chose de le fun qui fait parler ton produit, mais c'est cool aussi. Là, mais en même temps, ça peut être DIY pareil, puis ça peut être bien cool. Là, fait que, je pense que ça fait partie de la culture. Puis je vais tout le temps le dire, là, c'est ça, autant de la microbrasserie que du café, parce que pour moi, c'est deux industries qui montent en même temps, un peu dans les mêmes régions, quasiment en même temps. Ça se développe, c'est ça, pratiquement c'est ça, au même rythme. Mais je pense que ça fait partie, c'est ça, de la culture. De plus en plus, je trouve que tu as même des artistes tatoueurs qui vont faire, comme mettons le café Koui, mais c'est une tatoueuse qui a fait le sac Koui. C'est ça, je trouve qu'il y a une recherche en l'air de ça, puis ça va un peu avec la mentalité, on prend soin, c'est ça, on prend soin du café, mais on prend soin de l'emballage. C'est ça, c'est une expérience pour moi. Puis c'est là que c'est différent. C'est pas, tu n'ouvres pas ta canne, genre, puis tu verses ça sans trop calculer, sans trop regarder ce que tu fais. Il y a comme une expérience, puis je vais faire le lien avec la musique. Pour moi, c'est la même affaire que le vinyle. À la fin, moi, le CD, là, je rentrais dans le char, j'ouvrais le CD, je le mettais là, mais c'était fade un peu comme expérience. Là, le vinyle, c'est que je l'ouvre, je regarde la pochette, je regarde la couleur du vinyle, je le dépose. Il y a une expérience, puis c'est la même affaire dans le fond avec le café. Puis je vais faire une passe à Maxime, dans le fond, parce qu'il va dans le fond, nous parler d'une manière, dans le fond, pour... J'ai hâte de boire mon café. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais il va nous parler d'en faire chaque 2 semaines, il va avoir une chronique. C'est avec ses conseils de la semaine, qu'on pourrait dire. Allez sur Facebook, Punk Latte Podcast, ou sur Instagram, même chose, Punk Latte Podcast. Posez vos questions. Il va vous expliquer des techniques à chaque semaine ou des manières de faire, quoi que ce soit. C'est notre expert, Sam aussi. Mais Max, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi calé là-dedans puis d'avoir jamais travaillé dans un café. C'est pas tant que je suis calé, c'est que j'aime ça beaucoup. Il y a du monde. Moi, je me rends compte, plus que j'en apprends, moins j'ai l'impression d'en connaître. Mais j'aime juste vraiment ça, tout simplement. J'aime ça partager ma passion. Fait que gênez-vous pas, allez poser des questions, ça va faire plaisir de vous répondre. Puis je te laisse la parole, Max. Oui, cool. OK, donc ce soir, on parle French Press. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se servaient de ça à la maison? Non. OK. Bon, ben moi, oui, souvent. Écoute, je pense que c'est la machine la plus sous-estimée, mais c'est clairement une des plus simples, une des moins chères, plus facile à utiliser, vraiment facile d'avoir un bon résultat puis de le répéter à chaque fois. Écoute, ça a été inventé, les premiers French Press, c'est des Français, 2 Français qui ont inventé ça en 1852.
Après ça, il y a des Italiens qui ont breveté une machine semblable en 1929. Fait que ça a quand même du vécu. Puis le principe, tout ce qu'on a de besoin pour faire ça, c'est du bon café qui a été fraîchement moulu idéalement. Fait qu'un bon moulin, une balance, puis un timer. Écoute, moi, je pense que peu importe ce que tu fais comme café, ça prend une balance. Ça, c'est surtout infusion manuelle, ça prend une balance. Le café, c'est comme une recette. Pour faire ça simple, là, tu fais une recette, tu as des temps de cuisson, tu as des quantités de café, c'est pareil. Tu as un temps d'infusion, puis tu as des quantités. Ta quantité, c'est pour ton ratio, savoir combien tu mets de café pour savoir combien tu vas mettre d'eau. Si tu vas à l'œil d'une fois à l'autre, ça ne sera jamais pareil. Tu ne seras pas satisfait. Fait que les balances, ça en a tous les prix. Là. Moi, j'ai ma balance ici. Là. J'ai une belle petite balance là, que j'adore. Enfin, on va y aller avec ça. J'ai pré-moulu mon café tantôt pour le bien de la cause parce que j'ai pas le goût de me lever et faire du bruit. Fait que, on va partir ça. Écoute, c'est vraiment simple. Moi, mon ratio que je fais, c'est 1/16. On peut jouer. Ce que ça veut dire 1/16, c'est 16 parts d'eau pour une part de café. Fait que là, j'ai 40 grammes de café parce que je vais en faire un pour ma conjointe aussi. Fait qu'on met ça sur la balance. Toi, Seb, tu t'en fais des fois des French press aussi à la maison? Oui, mais là, je suis un mauvais élève parce que je n'ai pas de balance et je ne paye jamais rien. J'y vais plus à combien de cuillères je mets dans mon modem. C'est pas bon parce que d'un café à l'autre, une cuillère a pas. Deux cafés n'ont pas la même densité. Une cuillère à soupe d'un café versus un autre, ça ne marche pas. Fait que, première étape, j'ai mis mon café, j'ai 40 grammes, je veux au total 640 ml d'eau. Simple comme ça. Puis là, ce que je fais pour le French press, là, je ne vous le verrai pas, mais je rajoute là, à peu près, je dirais, juste pour mouiller le café au début, je vais rajouter à peu près 75 ml d'eau. Là. Puis je pars mon Max, timer. ton Bodum, il est sur ta balance en ce moment? Oui, il est ça? sur ma balance avec le timer. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai mis 75 ml d'eau. Parti le timer, je vais attendre 30 secondes. Juste, là, j'ai checké juste pour mouiller le café. En fait, ce que ça fait, ce qu'on appelle, c'est un bloom, c'est que tout le gaz carbonique qui s'est créé à torréfaction va comme sortir un peu pendant ce temps-là. Puis le café qui est sec aussi est hydrophobe, fait qu'il s'infuse moins bien. Pour une immersion totale comme ça, c'est moins pire que, mettons, un café filtre, un pour over, où si ton café est sec, l'eau va plus passer au travers, puis ça va créer des channels sous-extraits, des parties, ça ne sera pas bon. Le bottom, ce qui est le fun, que là, j'ai mis mon eau. Tout ce que je fais après ça, après, j'ai attendu 30 secondes. Je peux attendre 30 secondes, 45 secondes, ça n'a pas d'importance. Je rajoute mon eau, je me rends à 640 ml. Tout simplement. Je n'ai rien fait d'autre. Écoute, c'est hyper simple. 640 ml, ça veut dire 640 grammes. C'est ça, 1 gramme, c'est 1 millilitre, tout simplement. Voilà. Fait que là, on en rajoute, rajoute. Je n'ai pas suivi dans mes cours de maths. Tu sais que ça n'avait pas ça, 1 gramme, 1 millilitre? Ou... Pour de l'eau, c'est ça, c'est le même. Okay. C'est la même affaire. Ben, de l'eau chaude ou de l'eau froide? De l'eau chaude. Ah, OK, c'est correct. Oui, moi, il est à 93, mon eau. C'est pas mal la température que j'aime pour le café, là. Fait que 640 ml d'eau, puis j'attends. Je vais le laisser à peu près, je dirais, aller de 3 à 5 minutes. Ce qui est le fun avec un French press, si on l'oublie un peu, c'est pas grave parce que, sans trop rentrer dans les détails, vu que c'est une immersion totale, l'eau, une manière, elle se sature. Plus qu'elle se sature de café, moins elle va extraire. Fait que plus que, même si tu l'oublies une minute ou deux, ton eau, elle perd sa capacité à infuser le café. Sauf que si tu te mal brassé, là, tu vas surextraire, ça ne sera pas bon. Mais c'est comme une poche de thé. Toi, tu te fais un thé, là, tu le mets dans l'eau, puis tu ne touches pas. Tu sais, il ne se passe pas grand-chose. Mais là, si tu le mets à bouger un peu, là, fait que c'est un peu le même principe. Fait que tu l'oublies un peu, c'est pas grave. Il ne sera pas moins bon. Il va être tout aussi bon parce que ton eau va moins extraire avec le temps parce qu'il est chargé de particules. Versus, mettons, un 60, que là, tu as le temps de l'eau fraîche que tu mets qui vient réextraire. Fait que c'est vraiment user-friendly. Écoute, la seule chose qu'on va faire, un coup que ça va faire, mettons, 4 minutes, je prends une cuillère, puis je viens juste brasser doucement la croûte que sur le dessus. Ça se dépose au fond. J'attends encore 2-3 minutes. Puis là, je fais juste enlever la mousse doucement avec la cuillère. Fait que l'extraction est coupée. Puis tout se dépose. Fait que ça ressemble un peu à du cupping pour ceux qui sont familiers avec ça. Là. Un peu le même principe. Après ça, tu vides, tu mets ton filtre, tu vas le voir là, sur le dessus, mais pas jusqu'au fond, vraiment juste sur le dessus. Puis là, on verse doucement. Puis le fond, le café, l'eau qui reste dans le fond avec le café, ça, on le veut pas parce que toutes les petites particules. Puis là, quand tu bois ça, tu as l'impression d'avoir du sang dans la bouche, c'est pas bon. Tout simplement. C'est
une vieille technique. Je veux dire que moi, ça me rappelle, on allait en camping, on se trouvait un chalet quand j'étais petit. Je voyais mes parents faire ça, mais c'était de l'instantané, eau bouillante, on pèse tout de suite, il était prêt en 1 minute. Ouais, l'instantané, c'est ça, mais tu sais, comme Sam. Là, je te vois aller, puis là, ça te semaine... donne le goût, là, tu sais. Mais c'est vraiment simple. Ça donne un café qui est riche, qui a du corps. Écoute, si ton café il est bon, tu peux pas le manquer. Si ton ratio il est bon, ton eau, elle goûte pas trop le chlore, tu as une bonne eau, tu peux pas vraiment manquer un French press. T'sais, si tu l'as réussi une fois, puis tu fais la même chose la fois d'après, ça va tout le temps être bon. C'est ça qui est le fun. Tu n'as pas besoin d'équipement fancy, tu n'as pas besoin. Moi, j'ai une bouilloire à gooseneck, là, le petit col de cygne, là. Ouais. Mais on n'a pas besoin d'avoir ça pour un French press. Là. Tu prends une bouilloire normale, c'est parfait, ça fait la job. Intéressant. Ce qui est le fun, c'est que tu en as pour 1 personne, 2 personnes, 6 personnes. T'en as tous les formats. Puis... Tous les formats, oui. Exact. Puis, tu sais, comme Fred disait, moi, personnellement, j'aime beaucoup faire des road trips. Exemple, j'étais allé à Charlevoix, mettons, au mois de novembre, mais j'avais amené mon bonhomme avec du bon café. C'est facile à trimballer. C'est pas. J'amènerai pas ma grosse machine. Non, c'est ça. Je suis convaincu, Jesse, tu débranches pas pour l'amener avec toi quand tu vas en Europe ou tu s'entend. Fait que c'est ça. Mais ça fait du bon café, c'est agréable. Oui. Puis l'odeur qui sort aussi de là, d'un French press, je trouve ça écœurant. Puis là, on va le sentir. Là. Ah oui, écoute. Non, mais le lanterne, il sent vraiment bon. J'ai hâte de goûter à ça. Là, ça va être, Puis quand tu le fais grinder, as-tu une grosseur en particulier versus un espresso? Oui, oui, en fait, moi, c'est à 8 sur mon moulin, là, mais ça dépend de chaque moulin, mais c'est une mouture qui est grosse. C'est pas mal la plus grosse, à part si tu fais un cold brew, je te dirais. Moi, quand je fais une mouture, c'est ma plus grosse. J'ai pas vraiment de comparatif, mais sur Internet, on peut en trouver facilement, même des livres qui expliquent tout. Là. C'est coarse grind. Là. C'est gros. Tu peux le faire plus fin. Mais. Pas le même résultat. Non, c'est ça. Moi, j'aime ça. Ça prend une mouture qui est grosse. Tu peux jouer, écoute, quelqu'un, exemple, tu l'essayes, puis si tu trouves qu'il est trop fade, pas assez, tu sais, plus comme une goutte plus slow, moins effusé, ben, ta mouture est peut-être juste trop grosse. Fait que tu vas plus petit, tu joues comme ça. Ça peut être ton ratio aussi, mais tu ne joueras pas jouer ratio mouture en même temps. Tout le temps un paramètre à la fois. Fait que si il est trop fort ou pas assez fort, je dirais jouer avec ta mouture. Après ça, jouer avec ton ratio. Ouais. Hey, merci, Max. Ouais, ça fait plaisir. Bien intéressant. Là, j'enlève la petite mousse puis on coule ça. Là, tu peux l'infuser. On infuse-tu? Qu'est-ce qu'on fait quand tu pèses? Je fais juste la mettre sur le dessus, tout simplement. Okay. À la limite, je pourrais quasiment ne pas le mettre puis le vider doucement. Là. Mais c'est parce que le fil d'un French press. Le truc que tu pèses, c'est vraiment juste pour retenir. Mais tu sais, c'est comme un moustiquaire. Fait que c'est vraiment des gros trous. Fait qu'il y a beaucoup, ce qui fait la particularité du French press, c'est que tu as beaucoup de particules solubles puis d'huile qui s'en vont dans ton café. C'est pour ça qu'il y a plus de corps. Versus un filtre, mettons comme un Chemex qui est en papier, qui est vraiment épais, qui retient beaucoup de particules. Tu as une tasse beaucoup plus clean. Le French press, lui, tu as tous les arômes du café dedans. Mais là, on ne voit pas très bien. Là, la mousse, tu la mets dans ta tasse? Oui, c'est ça. C'est juste la petite mousse, là. OK, fait que tu veux ta petite mousse un peu, mettons, de la créma d'un espresso. Exactement. C'est exactement ça. Je l'enlève avec la cuillère, tout simplement. Tu l'enlèves pour la garder, c'est bon, OK. Non, je ne la garde pas. Ah non, tu la gardes pas? Non, tu l'enlèves. C'est comme je te dirais, si, mettons, je me fais un Americano, moi, je l'enlève le créma. OK, je comprends. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui le laisse, il y a du monde qui vont juste qui vont le laisser. Moi, je trouve que l'enlever, des fois, tu as un petit côté amer dedans, moins agréable. Je veux pas ça. Okay. Fait que là, tout ce que je fais, là, je le mets sur le dessus. Et voilà, tout simplement. Puis là, je vais vider ça dans mes... Non, je le pèse pas parce que je veux pas aller agiter ce qu'il y a dans le fond. Wow, ce qu'il y a dans le fond, c'est déposé. Je veux pas que ça se surinfuse. Je veux vraiment couper l'extraction. Tout qu'on a de voir ceux qui ont des French press, c'est de les voir peser comme ça. Peser puis agiter, non. Ouais. Non, c'est ça. Donc, dans le fond, ta grille vient servir de filtre, that's it. De filtre, mais je te dirais, vu que tu le verses doucement... Tu baisses pas trop, là. Non, c'est ça, il y a comme pas grand-chose. Le filtre, il vient pas filtrer grand-chose. Okay. Sérieusement, mes parents dans la vie m'ont enseigné beaucoup de bonnes choses, des bonnes valeurs et tout. Puis le café, c'est important, mais je me rends compte qu'ils ont manqué sur le French press. Parce que moi, j'y pesais sur... Ils attendaient, par exemple, il y avait tout le processus, mais ils pesaient jusqu'au fond. Puis, c'est ça, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était autre chose aussi. C'est tout un sujet qui est important. Nos parents, dans les années 80,
comment ça se fait qu'ils n'ont jamais switché sur la culture du café? De quelle façon nos parents, ils tripaient donc sur le café filtre? Puis même aujourd'hui, ma mère, café filtre, tu sais, c'est comme ça ne questionne pas, on dirait, tu sais, sur la qualité que tu peux avoir d'infuser un café différemment. L'évolution de nos parents, c'est qu'ils ont passé à la machine Nespresso. Je pense que c'est ça. Ouais. Les petites capsules, on est rendu là. Mais je pense que il y a une question d'époque aussi. À l'époque, les gens voyageaient moins. Je vais prendre l'exemple du fromage ou même les charcuteries, etc. Aujourd'hui, avant, c'était le fromage, c'était en Europe, mais le café aussi, c'était européen. Souvent, on associait ça. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'est français, c'est italien. Mais là, on voyage beaucoup plus, que ce soit par Internet ou que ce soit physiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a comme une culture qui est différente. Moi, c'est de même, je le vois, mais chez nous, c'était pas ça. Le début de l'industrialisation de la bière à grande échelle pour tout le monde, du café à grande échelle pour tout le monde, le côté Costco de la patente, les années 80, ça a été ça. Puis là, les années 80, c'est aussi le moment où il y a un peu une genre de crise financière, les taux d'intérêt sont élevés, les gens n'ont pas d'argent, sont en surendettés. C'est tough un peu, fait que tu ne vas pas t'acheter une machine de péteux. C'est ça qui arrive, non, la bière effectivement, de péteux. Ça ne devient pas très élitiste. C'est comme la bière la moins chère, le café le moins cher Costco. Ma mère était comme, regarde, la grosse canne de Costco que j'achète de même, là elle se mettait ça, chaque, on en faisait 10 le matin, mon père, puis il buvait ça. Ben oui, puis en même temps, ces compagnies-là qui voulaient rentrer dans la maison, ben, il faut que tu sois abordable. Si tu veux toucher le plus de monde possible, il faut que ce soit abordable. C'est avec le côté marketing de le café, tu le prends ça pour te réveiller. Puis c'est vite fait, bien fait. Puis, c'était quasiment une dépendance, rendu là. Ben, l'idée, c'est un peu ça aussi. Là. Oui, ça en est une, là, au bout de l'année. Oui, il y a du monde qui sont vraiment accros. Moi, j'en prends beaucoup. Puis il y a des fois, j'ai assez rare, mais des fois, une journée, je me dis, aujourd'hui, je ne prendrai pas de café, voir. Juste pour me convaincre que je ne suis pas accro, mais il y a du monde qui en boit 8, 10 doses par jour. Là. Oui. Ouais, mais il pogne des mal de tête. Là, puis, oh oui. Encore, il n'est pas habitué à pas. Non, c'est ça, il faut doser. Tout est dans la. C'est quoi le mot, là? La même chose que l'alcool. Et du calcul nous le dirait. Là. La modération a bien meilleur goût. Il y a aussi, c'est parce qu'à un moment donné, tu le goûtes pas ton café, j'imagine, quand tu le bois un peu par réflexe. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ne le boit pas pour le goût non plus. Ouais, moi, j'ai une bonne anecdote à ce sujet-là. Moi, dans l'automne passé, je me suis pas mal retrouvé en épuisement professionnel. Je m'en rendais pas bien compte, mais c'était ça pareil. Puis avec le recul, après le temps des fêtes, je me suis bien rendu compte qu'un burn-out, ça allait pas se régler juste en prenant 2 semaines de congé. Mais après avoir fait de la lecture, évidemment que tu comprends que la surconsommation de café, le manque de sommeil, etc., va se rajouter au fait que tu travailles beaucoup, puis ça va comme jouer dans ta santé mentale. Fait que pendant 2 semaines, j'ai fait le fameux test d'arrêter de boire du café, tu sais. Puis je m'attendais à avoir les mal de tête parce que je l'avais déjà fait dans le passé. C'est bizarre, ça a pris une bonne semaine, fait que je m'y attendais plus. Après une semaine, j'avais pas eu de mal de tête, j'étais comme bon, ben c'est correct. Mais il y a une journée, là. Hey, ça a pété. J'étais allé me coucher, il était 8 heures le soir. Ça faisait tellement mal. Fait que, tu sais, je me suis rendu compte que moi, je suis juste à 1 ou 2 espressos par jour maximum. Puis juste ça, moi, mon corps, il réagit différemment. Mais ma mère, elle est à 10 cafés filtres par jour, puis ça ne fait pas rien, là, tu sais. Ouais. Ça, moi, tu vois, un café filtre le matin, des fois un espresso l'après-midi. C'est pas mal ça, mon ratio. Puis un café filtre, c'est pas un 12 onces, là, c'est un 8 onces. Là. C'est rien de... Mais j'imagine que si j'arrêtais, j'aurais peut-être des petits maux de tête aussi. J'ai étudié en toxicomanie. Moi, j'ai fait un certificat en toxico. Puis dans mon cours, justement, on parle un moment donné de la caféine. Puis en effet, il y a des symptômes de sevrage. Ça. Il est tellement bon! fait que ça existe. Mais non, non, Seb, tu comprends pas. Il est vraiment bon. Ouais, je suis ça goûte-tu, ton petit goût, Ben, un petit goût chocolaté. Il remplit bien la bouche, il y a une belle finale. C'est ça qu'on cherche souvent dans le café. Tu ne veux pas avoir juste comme une saveur, paf, c'est fini. Tu veux un petit arrière-goût, tu veux que ça te reste quand tu as avalé ta gorgée. Là, il est encore un peu chaud, mais il remplit bien la bouche. Belle finale, il est bien équilibré. Vraiment, là, si vous voulez un décaf, Lanterne. Je ne sais pas si ils ont refait leur branding récemment. Là. Ouais, très bon. Super beau produit. Laisse pas Frédéric juger sur 10. Qu'est-ce qu'il en pense? Oui, bien, sérieusement, je l'ai vu récemment. Le branding est vraiment beau. Puis, ça me parle. Puis, ce qui est le fun aussi avec Lanterne, j'en parlais un peu aux gars cette semaine. Moi, la pandémie, mon premier café, si on veut, de pandémie, ça a été le Lanterne. Je me souviens plus du nom, par exemple. C'était au mois de mars. Puis, j'ai vraiment accroché. Là, je m'en ai commandé 2 fois. Un petit goût de bleuet très sucré.
C'est vraiment excellent. Puis j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'était une belle découverte pour moi au début de la pandémie. Honnêtement, le confinement en 2020, ça a donné le goût au monde d'aller boire des cafés Third Wave. Oui, beaucoup. plus. Ouais, j'ai quelques... On parlait de marketing tantôt, puis de branding, pardon. Puis, avec les réseaux sociaux, tu n'as pas vraiment le choix, honnêtement, que ça pète pour attirer l'attention du client. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, mais c'est vraiment... En tout cas, moi, à chaque année, tous mes sacs de café de l'année, je les garde. Puis à la fin de l'année, je les étale sur la table de cuisine, puis je prends une photo. Puis 2020, là, j'ai bu énormément de café. J'ai fait le calcul, là, j'avais plus qu'un sac de café par semaine. Je pense que j'avais comme 60 quelques sacs à la fin de mon année. On est 2 en boire à la maison, mais on sentait qu'il n'y a pas eu beaucoup de visites en 2020, mais j'en ai bu énormément. Puis c'est pas juste moi, j'ai des amis aussi, une couple d'amis qui m'ont écrit. Puis justement, on dirait que ça leur tentait de découvrir. Ils n'ont pas tout fait le saut, mais ils s'informaient. J'ai converti une couple de personnes vers... je dirais, dans la bonne voie du café de meilleure qualité, puis juste prendre conscience de comment on le fait, puis ce que c'est que le café, en fait. Moi, le confinement m'a coûté cher, honnêtement, en café. Ouais. Ben, écoute, si ça apportait ça de positif, tant mieux. Oui, puis non, c'est le fun, mais en télétravail, moi, je suis intervenant dans la vie, là, puis je fais des suivis au téléphone, je fais des notes, des rapports, mais j'avais tout le temps un café. Pour vrai, comme à la job, c'est pas vrai, la personne est devant moi, je ne vais pas me servir un café. Là, je vais faire un suivi en appel, fait que je vais me faire un café. Écoute, pour vrai, là, des fois, je devais en boire facile 10, 12. Oui, mais ce qui est bon là-dedans, Seb, c'est que là, tu as bu du bon café versus ta boss qui te sert du mauvais café. Oui. Je la salue en passant. Salut Mélanie. Tu as d'autres belles qualités, mais... C'est ça pour le café. Hey, moi, j'aimerais savoir, Jesse, tantôt, on a parlé un peu, peut-être, la Norvège, tu étais enregistré là pour Rouge Pompier. Moi, ma question, c'est pas tant... Je pense que tu en as parlé en masse, là, comment ça s'est passé, tout l'aspect enregistrement. Moi, ce que je veux savoir, c'est en Europe. On en parlait justement avec nos parents à l'époque, l'Italie, la France, etc. Il y a beaucoup de café. Est-ce que tu as vécu des bonnes expériences en lien avec le café là-bas? Absolument. Ben, en fait, moi, j'ai été chanceux. Quand on est allé en Norvège avec Rouge Pompier, on est allé 2 semaines. Pour certains, c'était un peu leur première fois parce qu'on est allé, moi puis Alex, mais il y avait les blondes, il y avait notre directeur de tournée, finalement, Fred, qui est venu aussi. Fait que, bref, on était 6. Il y en avait qui n'avaient jamais vraiment mis les pieds là-bas. Fait que quand tu startes avec la Norvège, c'est un peu funky, tu sais. Mais moi, j'ai visité à peu près 40 pays européens. Fait que, dans le fond, quand je partais avec mon sac à dos, je me promenais. C'était un plaisir pour moi. J'arrivais dans une nouvelle ville. Je sais pas, moi, t'es en Lettonie, t'arrives. Ben, tu te mets tout de suite à essayer de voir si tu peux pas te trouver une place de café puis voir un peu comment ça se passe là-bas. Mais évidemment que quand tu vas à Vienne, ben, tu sais, je suis allé vivre la vraie expérience d'un café Vienne. Tu arrives là dans un restaurant puis tu veux la vraie affaire comme eux autres, ils se prétendent que c'est leur affaire à eux, tu sais. Fait que j'ai eu la chance de goûter, visiter ces affaires-là. Ça l'a amélioré, je pense, un peu mes capacités, un peu comme Maxime, de comprendre peut-être les différents goûts, je te dirais. Puis en Norvège, malheureusement, on était pognés au studio. C'était un super beau studio sur le bord de la mer puis tout, mais café filtre, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas te dire au studio, là, ça prend un espresso, là, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est une question de goût, mais un café filtre qui est bien fait, selon moi, surclasse un espresso. Ben, mais ça, c'est un goût personnel. Mais... Tu sais, mettons la Black & Decker avec du café Costco un peu. Là, ça dépend du café que tu as aussi autour de toi. Ouais, non, c'est ça. Puis la Norvège, ça coûte extrêmement cher. On est d'accord? OK. Donc, la Norvège, ça coûte, mettons, 3 fois le prix d'ici pour n'importe quoi. Là. OK. Fait que si tu vas te chercher un café latte dans un bon café, ben, tu ne le payes pas 5, 6, 7 piastres, tu le payes 23 piastres. Ouch! Tu sais, je vous jure, un autre joke. Une année, on est allé souper vers la fin du studio. On s'est dit, on va se gâter parce qu'on faisait juste de l'épicerie et des affaires comme ça pour être sûr d'économiser un peu. À la fin, on est allé dans un restaurant. Écoute, c'était un restaurant de pâtes. Fait que, tu sais, assiette de pâtes, une par personne. Frank Joly était content. T'es content? Il y avait ses pâtes. Ben oui, c'est ça. Bien vu. Après ça, ben, tu sais, soit qu'il y a quelqu'un qui prend une bière ou un drink, puis éventuellement un café avec le dessert, tu sais. Mais pour 2 personnes, t'en as pour 300 $. Là. Ouf. OK. 250. Pour des pâtes. Des pâtes, de la bière, puis du café. C'est fou raide. C'était fou raide comment c'était cher. Fait qu'en même temps, tu ne te mets pas à te promener en Norvège puis essayer tous les cafés. Là. À un moment donné, tu choisis des combats. Mais par contre, il y a des endroits où on est allé,
que c'était très surprenant, très, très bon, des bons baristas. Je vois Sam avec sa casquette, ça me fait penser à ça. Des fois, moi, c'est con, mais tu sais, vous parliez d'étiquette, là, si elle est belle ou pas, comment que ça nous attire. Moi, c'est si le barista a l'air de savoir ce qu'il fait, j'ai hâte. C'est bon, ça. Tu sais, ou la barista, peu importe. Là, et si la personne derrière, là, elle fait le café, mais elle regarde pas trop tellement qu'elle l'a. Tu sais, là, elle mousse en même temps qu'elle infuse, là, puis elle roule son affaire, puis elle fait du latte art. Puis moi, je me dis, même si le café était dans un sac de caca, c'est sûr qu'elle réussirait à le faire comme qui goûterait bon. Tu sais. C'est vrai, ça. C'est ça. Ouais. C'est clair. Il y a un gars, ben, je le suis sur Instagram, sur Facebook, je pense que c'est un Allemand. Justement, écoute, il roule ça, là, sa machine. Puis Oui, comment oui. ça s'appelle, la machine à vapeur? Là? Ouais. Ouais, quand fait 4-5 en même temps, là. Une locomotive. Une locomotive, exactement. Il roule en asti, lui. Non, mais là, mais c'est. Ouais, c'est le. Ouais, c'est. Il y a un D dans son nom. Tout le temps, Ouais. Oui, ouais, mais ça, c'est une machine à levier. En fait, c'est pas pour la vapeur, c'est juste que c'est pour bâtir la pression dans le groupe. Mais ouais, non, lui, c'est une machine. Là, écoute, ben, c'est une machine. C'est une machine avec des machines. Là, écoute, c'est. Mais même, tu sais, il fait 4-5 lattés one shot, qui fait ça. Écoute, je le regarde, je suis étourdi. Je comprends pas comment il gère son anxiété de même, genre dans un rush. Il doit carburer à ça, là, tout simplement. Ah ouais. Mais il est impressionnant, ouais. Mais il est passionné, tu sais, il fait des vidéos avec sa femme. Sa femme, elle se lève, il est genre minuit. Puis là, elle le surprend, fait comme, t'es-tu encore en train de faire un espresso? Puis là, il fait non. C'est jamais stagé. Hein. Tout le monde se lève à minuit faire un espresso, puis ta femme te filme, fait ça sur Internet. C'est pas stagé du tout. Non, mais tu sais, c'est juste drôle. Il est comme en plein milieu de la rue, là, puis là, il cachait son espresso. Il buvait son espresso en cachette là-bas. C'était comique, là. Je vais retrouver le nom, puis je vais le mettre sur la page. Britan, quelque chose, je m'en souviens. Ouais. Ce que je disais, c'est vraiment que moi, je suis attiré quand même par le côté social du café. Puis je ne sais pas s'il y en a qui vont être d'accord avec moi, mais j'imagine que c'est comme ça pour ceux qui boivent de l'alcool ou les fumeurs. Moi, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, mais je peux comprendre l'aspect social. Quand quelqu'un dit « Hey, la gang, on se fait ça un café ». Ici, au bureau, c'est l'enfer. Quand on n'est pas en confinement puis tout le monde travaille, il y en a un qui se lève pour aller se faire un café. Puis là, ici, tout le monde lève la main de même. Fait que là, c'est chacun son... Mais là, t'en as 14 à faire. Là. Tu comprends? Là? Fait que là, ça roule en tabarouette. Ouais. Ben, c'est un peu comme ça que le café a commencé. C'est à la base. Quand ça a commencé, les premiers coffee shops back in the days, là, c'était vraiment des lieux de rassemblement où le monde allait pour parler, philosophie, puis plein d'autres sujets comme ça. C'était l'idée derrière le café. Ouais. Cool. Hey, on va continuer avec une autre capsule. Oui. Parce que je regarde l'heure. On a pas. Le temps file. Il nous reste du temps? Ouais, il nous reste du temps. Vraiment bon. Ah ouais, bon. Et tu dis, il est vraiment bon. Fait on va continuer avec la première capsule. À Fred, je te laisse présenter ça. Puis avant de m'ouvrir une bière, j'ai plus de café. Fait que j'ai une bière que j'ai fait le design en plus, la Mr. Brown. Une bière un peu choco-café, c'est une bière brune. Puis les gars, on a travaillé fort. On voulait faire un peu un lien avec Réservoir Dog, Mr. Brown, la bière qu'on n'aime pas. Fait que j'avais le choix de m'ouvrir une bière ou me mettre en boxer. Fait que j'ai aussi dû m'ouvrir une bière. Fais donc les deux. J'ai comme voulu faire un peu différent de Jesse. C'est vrai que quand tu ouvres une bière, tu drops tes pants, tu sais. C'est ça, ouais, exactement. Fait que, cheers. Dans mon gros boc, en plus, je l'ai servi vite un petit peu. Et dans le fond, moi, ma chronique, ça va juste pour parler un peu de musique aussi, là, pas juste de café. Fait que, on va comme faire, puis on va faire appel aussi aux gens qui écoutent le podcast, pour chaque lettre de l'alphabet, nommer un groupe qu'on a vu en show. Puis même un peu de l'histoire en arrière, les billets. Je suis un designer, je garde toutes mes affaires, un peu comme Max, il garde tous ses sacs de café. Moi, je garde tous mes billets, je garde toutes mes listes, tout ça. Mais quand je vais voir un show, des fois, je m'arrange à avoir le setlist du band, plein d'affaires. Donc, on va commencer en ordre alphabétique. On va commencer par le A. Donc, pour moi, le groupe qui me... C'est drôle, on commence avec le A en plus. C'est le groupe un peu qui m'a influencé beaucoup dans la musique. C'est à cause de ça que j'ai joué de la bass. C'est All, le groupe All, des membres de Descendants qui ont parti All à l'époque. Ça tombe dans les années 90, dans le fond. Dans le film Snowboarder Exile, il y avait une trame sonore écœurante. Puis en étant snowboarder, cette trame sonore-là a changé ma vie. Il y a eu du All, il y a eu du Studio, il y a eu du Firehose, il y a eu du Big Wheel Car. Ça a été vraiment tout changé. Fait que All a un gros impact pour moi. Puis je les ai vus en 92 au Fofone électrique. J'ai encore le billet ici. C'était avec My Name. Avec My Name puis New School.
En 92, je ne sais pas si Seb Max était né. Là, mais... En 4e année. J'avais 8 Bon, ans. J'avais même pas mes premières règles encore. Je jouais au POG dans la cour d'école à ce moment. C'est vraiment un band que j'ai découvert avec ces 2 cassettes-là, Trailblazer puis Outworld 16, que j'avais acheté à l'Oblique à l'époque. J'ai découvert ça comme ça. Après avoir vu le vidéo en VHS, j'allais à l'Oblique, j'ai acheté ça. Mon premier vinyle aussi que je me suis acheté à l'Oblique, ça a été l'album de Hall. Puis sur une autre lettre, quand on va dans les D, on va parler de Descendant. Quand j'ai rencontré Descendant, j'ai fait signer mes albums. Puis j'ai amené mes albums Hall. Puis Scott Reynolds, je l'ai vu à Music for Cancer. J'ai fait signer aussi certains albums là-bas. Fait que c'est un peu ça. J'ai cette liste ici aussi. C'est pas cette liste du premier show que j'ai vu, mais c'est cette liste du bassiste de Carl Alvarez qui était une grosse influence pour moi. Donc, c'est un peu ça. On y va comme ça, puis en même temps, on pourrait peut-être jouer le jeu un peu aussi, demander aux gens à la maison, je savais que j'allais dire ça, aux gens du podcast, qui écoutent le podcast, d'écrire sur Facebook un peu, peut-être, quel band vous avez vu qui commence par A, si vous avez un billet, une photo, quelque chose à le poster. Puis j'en serais peut-être à Jesse, si ça te tente. C'est un band par A qui commence par A que tu as vu en show, qui devient vite comme ça. Ou en même temps, en attendant, peut-être autour, les gars, c'est dans les 1. Agnostic Front. Akasha Strain, mais je pense Agnostic Front, plus pour le côté un peu plus punk, là, qui... Ouais. Puis c'est un band que j'écoutais quand j'étais plus jeune, fait que de les voir en show au Fouf, super bon show. Je suis un peu déçu, par exemple, de ta réponse, Max. Moi, j'avais des attentes. Ah ouais? Quand je pense à A, je pense à une chanson, un band en particulier. Ace of Base. Ace of Mais Base. je les ai pas vus en show. Moi, j'ai une bonne histoire avec Ace of Base. Ah oui? Je vais vous raconter. Puis, regardez, je vais le faire ça vite. J'ai lu un livre qui parle de l'industrie de la musique, en fait, puis des gens qui composent les tunes pour les plus grands artistes tout le temps. Là, il y a tout le temps derrière une Katy Perry, en tout cas, peu importe les Backstreet Boys, il y a tout le temps un dude dans l'arrière qui compose comme toutes les bonnes tunes. Là, fait que je lisais un livre là-dessus. La gang de Ace of Base envoie une cassette à un dude comme ça pour leur dire on est un band, écoute notre. Puis il prend la cassette, met ça dans le char, il aime pas bien ça. OK? Sauf que la cassette reste prise dans le char, puis il peut pas l'enlever. Fait qu'après 2 semaines, la seule chose qu'il pouvait écouter, c'était cette cassette-là, puis il a fini par trouver ça bon. Puis c'est les tunes qu'on connaît de Ace of Base. Wow. C'est l'histoire de l'industrie incroyable. C'est-à-dire que ce band-là, qui est un band un peu poche, pas très bon, qui envoie une cassette à un dude, si la cassette pogne pas dans le char, nous autres, on parle pas d'Ace of Base aujourd'hui. Wow! Hey, je veux que tu me trouves le nom de ce gars-là. Je pense que je vais le remercier personnellement. Quand ta carrière ne tient qu'à un radio brisé, là. Ah oui, si tu savais, l'effet qu'ils dans notre industrie est incroyable. Incroyable. Je pourrais t'en compter là, à toutes les semaines des histoires qui n'ont aucun sens. Il y a des noms là, d'artistes derrière moi, là, des espèces de liens, des fois, qui n'ont pas de bon sens. Tu te dis, voyons donc, si ça ne s'était pas passé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même Groove Hardware qui est signé sur mon label, mais on parlait tantôt, quand on a commencé le podcast, de comment moi, j'ai entendu Eater's Digest d'un ami qui avait ça. La première fois que j'ai entendu Y a-tu quelqu'un, c'était quelqu'un qui faisait de la musique heavy en français, un peu punk. Écoute, moi, je te jure, ça m'a réveillé, mais aujourd'hui, je parle avec Vincent, tu sais. Je trouve ça vraiment... Je Star Trek à chaque fois. Moi, je pense que la gang de Ace of Base, quand tu penses à eux autres, ils pouvaient peut-être jamais s'attendre à vendre des millions d'albums dans le monde comme ça, là, en envoyant une cassette à un dude qui reste pogné de même. C'est fou, raide, ça. Là. Incroyable. Puis en parlant des bands, Jess, qu'est-ce que des projets de 2021? Comment que tu vis ça, tout ce qui se passe présentement? Moi, je pense que ce qui est bon de cette conversation-là, c'est le côté social du café, puis tout ça, puis du punk rock, c'est qu'on est aussi capable de peut-être regarder avec une perspective ce qui vient de se passer, puis on peut faire des souhaits pour le futur. Tu sais, tu t'assois avec du monde autour d'une table, puis tu dis comment ça va, puis qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe. Tu sais. Moi, je suis de ceux qui sont tout le temps extrêmement dans le positif, j'essaie tout le temps d'être optimiste. C'est vrai que quand ça s'est arrivé, ça a été difficile, mais comme tout le monde. T'sais, on s'entend. Fait que nous autres, on a essayé d'être résilients dans tout ça. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que les artistes le sont parce qu'ils se sont tous mis en mode on n'a pas le choix. Fait qu'on va écrire des tunes, on va faire des albums, puis bref, on va essayer de passer à travers ça. Moi, j'ai sorti un album le 20 mars avec Rouge Pompion. On en sort un aux 4 ans à date fixe. Je sors le 20 mars, le confinement commence là, live. Ça fait 4 ans que je prépare ça. J'étais allé en Norvège, le TP. Confinement, toutes les tournées annulées, puis tout. Fait qu'un album de Rouge Pompier, qui en a un aux 4 ans, qui sort pendant le confinement, ça fait mal. Mais tu sais quoi?
ça nous rend plus forts après. Je veux dire, moi et Alex, on n'a jamais été autant prêts un ensemble, tu sais, de passer à l'autre étape. Fait qu'on s'est parti un Patreon, puis on compose nos tunes, puis maintenant, le monde, au fur et à mesure qu'on écrit les tunes, on les met sur le Patreon, puis les gens peuvent les noter. Puis ils font partie de nos comités d'écoute. Fait qu'au lieu de faire le comité d'écoute à la fin, avant d'aller taper l'album, c'est au fur et à mesure que le monde, maintenant, ils nous donne leurs notes sur les chansons, puis on les scrape au fur et à mesure, puis on en fait d'autres. Puis les gens ont accès à ça. C'est un peu notre comité d'écoute fan club un peu. On leur envoie des t-shirts, des affaires comme ça. Ça a été ça. Mais on n'aurait pas passé au mode Patreon s'il n'y avait pas eu la pandémie. Puis on se rend compte aujourd'hui que pour Rouge Pompier, ben, c'est un revenu. Il y a beaucoup de monde qui sont abonnés, là. C'est un revenu qui apporte des dizaines de milliers de dollars par année à un band qui a fait aucun show, là. On s'entend. Fait que pour moi, ça a été ça. Ça a été la surprise on a passé à l'étape. Tu sais, mettons, les gens sont allés en télétravail puis ont appris c'était quoi le télétravail à cause de la pandémie. Mais c'était un move qui était essentiel, mais qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu ça. Là. On ne se serait pas tout poussé à l'essayer une fois. C'est la même chose pour les bands. Nous, on a essayé le mode Patreon, le mode où est-ce que tu es productif pour des gens spécifiques, tu as un public cible, puis eux autres, ils veulent ça. Ça a vraiment bien marché. Pour un band comme nous autres, c'est excellent. Ça nous permet de passer au travail. Puis quand il y aura des shows, on recommencera à promouvoir l'album Neve Campbell qu'on a sorti le mois de mars passé. Tu as réinventé finalement. Absolument. Ben, tu sais, se réinventer, c'est parce qu'il y a des artistes, là, je les comprends de ne pas avoir envie de se réinventer. Tu sais, comme quelqu'un qui est soudeur, il n'a peut-être pas envie de changer de métier. Je comprends un artiste qui a envie, qui joue de la bass, il veut être bassiste, il n'a pas envie de se faire dire, ouais, là, il faut que tu apprennes le drum, tu sais, c'est un peu plate. Mais ceux qui ont envie de le faire, c'est une belle opportunité. Tout à fait. Ouais. Je m'ai acheté un album dernièrement également. Fait que, étant donné qu'on est en confinement, je dis, je vais aller t'approcher. Moi, je suis très content d'avoir cette conversation-là avec vous autres. Puis, tu sais, Rouge Pompier, pour moi, c'est la raison pour laquelle je fais tout le reste. On s'entend, je n'aurais pas de label si je n'avais pas Rouge Pompier parce que je me suis parti un label pour me donner la liberté de toujours être un artiste. Fait que, dans le fond, j'ai suffisamment de staff pour que s'il faut que je parte en tournée ou en studio, le monde comprend que je pars puis je suis indisponible pendant ces moments-là. Je n'avais pas envie d'avoir un patron qui me dit « tu ne peux pas partir en tournée ». Toute ma vie, c'était ça qui était important. Puis aujourd'hui, ça fonctionne. Si je pars pendant 2-3 jours, je vais écrire des tunes, c'est correct, ça fonctionne. Moi, je ne me suis jamais payé avec ce label-là. Je ne suis même pas sur le payroll. Ça fait 18-19 ans que le label existe. Je n'ai jamais reçu une scène d'avoir fait ce travail-là. Ça a été juste par passion de pouvoir être dans Rouge Pompier puis à l'époque d'être dans Extérieur. Fait qu'aujourd'hui, ben, on a besoin de se questionner sur pourquoi on compose des tunes. Parce que souvent, c'est comme il faut composer des tunes pour aller faire des shows. Là. Mais si tu ne fais pas de show, puis tu as besoin de questionner ton concept d'être un artiste, mais aujourd'hui, je trouve que c'est un bon moment. Est-ce que tu écris des tunes pour toi, pour le monde? C'est quoi ta méthode, puis pourquoi tu le fais? Moi, ça m'a remis en question, même après avoir fait 5 albums d'Extérieur puis 3 de Rouge Pompier, je me suis complètement remis en question sur pourquoi je fais ça, puis qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace dans le futur. Wow. Je trouve ça vraiment inspirant, honnêtement, puis... Écoute, je regarde le temps filer. Là. Je sais qu'il faut que tu aies comme un 15 minutes pour aller chez vous. Je veux juste te remercier pour vrai. Merci des discussions. Merci pour la tasse. Merci pour le chandail en passant. Là. C'est vraiment cool. Puis c'est le fun. Écoute, tu es notre premier invité à vie. Super intéressant. Écoute, on va essayer de te réinviter, c'est sûr, peut-être dans le podcast, faire un prise 2. Merci beaucoup. Bonne chance dans tous tes projets. J'espère pouvoir voir Rouge Pompier en show parce que c'est pour moi la force de Rouge Pompier, c'est ça. Là, c'est live. Merci beaucoup. Merci les boys. Jesse. Oui, les boys. Vraiment, Jesse, ça fut une belle rencontre. Très le fun de jaser avec toi. Vraiment cool. Puis dans 2 semaines, juste dire, on va voir Simon Dezab qui va être là pour discuter de café avec nous autres. Donc, dans 2 semaines, prochain épisode. Bonne soirée tout le monde. Salut, guys. Ciao, merci. Merci, Jesse. Bye, merci.